Londres, 1853. La pluie s'abattait contre les hautes fenêtres du salon de Blackwood House, projetant de longues ombres sur le mobilier opulent qui ne parvenait en rien à réchauffer l'atmosphère glaciale qui régnait à l'intérieur. La duchesse douairière de Westmoreland, Lady Victoria Blackwood, se tenait, la posture parfaite, devant l'imposante cheminée de marbre, ses cheveux sombres striés d'argent impeccablement coiffés sous un bonnet de dentelle de Belgique, sa robe de soie noire bruissant doucement tandis qu'elle adressait son ultimatum à son fils unique. Alexander Blackwood, 6e duc de Westmoreland, se prélassait en contraste frappant avec la rigidité de sa mère, sa grande silhouette nonchalamment affalée sur un fauteuil à oreilles, un pied botté croisé sur son genou. Ses beaux traits arborant une expression d'ennui étudié qui dissimulait la colère qui couvait sous la surface. « J'ai assez longtemps toléré votre nature rebelle, Alexander, » déclara la duchesse douairière, sa voix aussi froide que la pluie qui martelait les vitres. « Votre père aurait honte de vous voir atteindre l'âge de 32 ans sans avoir rempli votre devoir premier envers cette famille. 3 mois, c'est tout le temps que je vous accorderai pour prendre femme, où j'exercerai mes droits sur votre fortune personnelle qui, ai-je besoin de vous le rappeler, reste sous mon contrôle jusqu'à votre mariage. » Alexander passa une main dans ses cheveux sombres, ses yeux gris se plissant tandis qu'il observait la femme qui lui avait montré si peu de chaleur tout au long de sa vie. « Mon père, que son âme repose en paix, s'est marié par devoir et a vécu dans le malheur, » répliqua-t-il, sa voix profonde faussement calme, bien que ses jointures blanchissent alors qu'il agrippait le bras de son fauteuil. « Je refuse de répéter ces erreurs, mère, quelles qu'en soient les conséquences financières. » La duchesse douairière se raidit, ses lèvres minces se pressant l'une contre l'autre avant qu'elle ne retire un papier plié de son réticule. « J'ai sélectionné 3 candidates convenables, issues des meilleures familles d'Angleterre, » poursuivit-elle comme s'il n'avait pas parlé. Lady Margaret Harrington, la plus jeune fille du comte de Pembroke, ou peut-être Miss Caroline Fitzwilliam, dont les liens avec la famille royale vous serviraient bien. La 3e, Lady Elizabeth Thornton, manque de beauté. Mais sa dot permettrait de restaurer l'aile du domaine fort joliment. Alexander se leva de toute sa hauteur, dominant sa mère, un muscle se contractant dans sa mâchoire, tandis qu'il luttait pour garder son sang-froid. « Vous pouvez choisir qui vous voudrez, mère, mais je ne me marierai pas pour vous plaire ou pour préserver une fortune dont je peux me passer. » Sur ces mots, il sortit de la pièce d'un pas décidé, la lourde porte claquant derrière lui avec une force satisfaisante. Dans le couloir, il s'arrêta, le souffle court, tandis que la rage déferlait en lui. Depuis 32 ans, il endurait ses manipulations, ses froids calculs, sa façon de traiter les gens comme des pièces d'échecs à déplacer pour en tirer avantage. Alors qu'il se dirigeait vers les écuries, indifférente à la pluie, une dangereuse résolution se forma dans son esprit. Si elle exigeait qu'il se marie, alors il se marierait, mais son épouse serait quelqu'un de si parfaitement inconvenant, de si foncièrement inacceptable pour la duchesse douairière, que sa mère regretterait d'avoir jamais lancé son ultimatum. Ses lèvres se courbèrent en un sourire sinistre, tandis qu'il montait à cheval et s'enfonçait dans la tempête, les gouttes de pluie se mêlant à la colère brûlante dans ses yeux. Il trouverait une épouse, oui, mais une épouse qui servirait d'instrument parfait à sa vengeance. 3 jours après l'ultimatum de sa mère, Alexander chercha refuge dans une petite librairie nichée dans une rue calme de Bloomsbury, loin de Mayfair, et des regards indiscrets de la bonne société. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres poussiéreuses, illuminant des étagères vertigineuses et baignant d'une lueur dorée l'intérieur exigu, où des grains de poussière dansaient dans les airs comme de minuscules constellations. L'odeur des reliures en cuir, de l'encre et du papier l'enveloppa, tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans la boutique, laissant ses doigts courir le long des dos des livres avec un sentiment de paix qu'il éprouvait rarement dans sa grande et vide demeure.
Ce fut dans la section des textes médicaux que sa main heurta des doigts fins qui tendaient le bras vers le même volume. Une étude complète sur les derniers traitements de la phthisie. Alexander se tourna, prêt à congédier quiconque avait interrompu sa solitude, pour se retrouver à regarder la paire d'yeux bruns la plus directe et la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Miss Eleanor Winters ne recula ni ne s'excusa comme la plupart des femmes l'auraient fait en reconnaissant un gentleman. Au lieu de cela, elle tint bon, le menton relevé pour croiser son regard malgré sa petite taille. « Je crois que je cherchais à atteindre ce volume en premier, monsieur, » déclara-t-elle simplement, sa voix cultivée mais dépourvue de la douceur affectée des dames de la société. Alexander se retrouva momentanément sans voix, observant sa simple robe bleue, usée mais impeccablement entretenue, la coiffure pratique de ses cheveux châtains et les ombres indubitables de l'épuisement sous ses yeux expressifs. Assurément, un gentleman céderait à une dame en de telles circonstances, ajouta-t-elle quand il ne répondit pas immédiatement, le poussant à hausser un sourcil devant son audace. Cela dépendrait entièrement de la partie qui a le plus grand besoin du texte, rétorqua-t-il, curieux de voir comment elle réagirait à son défi. Ce qu'Eleanor fit ensuite l'étonna davantage. Elle se lança dans une explication détaillée des raisons pour lesquelles elle avait besoin du texte médical, révélant à la fois une connaissance approfondie de la médecine et un dévouement passionné pour les soins de son père, un médecin autrefois respecté, maintenant alité par la même maladie qu'il avait passé sa vie à traiter. Tandis qu'elle parlait, Alexander apprit qu'à 25 ans, Eleanor subvenait à leurs besoins, à tous deux, en travaillant comme gouvernante le jour et en s'occupant de son père la nuit, étudiant la médecine durant les rares heures qui lui restaient. « Vous parlez comme si on ne vous avait jamais contredit, monsieur, » observa-t-elle lorsqu'il exprima sa surprise devant sa franchise. « Je vous assure, Miss Winters, que c'est précisément ce qui rend notre conversation si rafraîchissante, » répondit-il avec le premier sourire sincère qui avait éclairé son visage depuis des semaines. Lorsque le libraire reconnut le duc et s'approcha avec une déférence obséquieuse, Alexander vit l'expression d'Eleanor passer de la confusion à l'embarras en réalisant son rang. Pourtant, même alors, elle ne minauda ni ne changea de manière, ajustant simplement sa façon de s'adresser à lui d'un subtil hochement de tête. Alors qu'ils se séparaient devant la boutique, Eleanor tenant le livre qu'il avait insisté pour lui acheter malgré ses protestations, Alexander se surprit à la regarder s'éloigner, son dos droit et sa démarche déterminée trahissant à la fois la dignité et l'épuisement. Une idée commença à se former dans son esprit, dangereuse et parfaite dans son potentiel à résoudre leurs deux problèmes tout en infligeant l'insulte suprême à sa mère. Il lui faudrait en apprendre davantage sur Miss Winters, cette femme inhabituelle dont la situation et le caractère pourraient faire d'elle l'instrument idéal de sa vengeance. Avec une détermination qui avait toujours caractérisé ses actions, Alexander ordonna à son cocher de découvrir où résidaient le docteur Winters et sa fille, première étape d'un plan qui allait changer leurs deux vies de manière irrévocable. L'après-midi suivant, Alexander se retrouva devant une modeste maison de 2 étages, dans un quartier respectable mais en déclin. La résidence des Winter portait le délabrement digne de la pauvreté distinguée. Son extérieur était fraîchement balayé, bien que la peinture s'écaillât, les rideaux méticuleusement propres mais visiblement raccommodés. Il frappa sèchement à la porte, ajustant son manteau impeccable en attendant, la splendeur de sa tenue et de son attelage attirant les regards curieux des passants. Quand Eleanor ouvrit elle-même la porte, ses yeux s'écarquillèrent de surprise non dissimulée en trouvant le duc de Westmoreland sur son seuil. « Votre grâce !» parvint-elle à dire, son sang-froid revenant rapidement bien qu'une rougeur colora ses joues. « Ceci est inattendu. » Alexander remarqua sa simple robe grise, pratique pour son travail de gouvernante mais usée au coude, et la tache d'encre sur son index droit. « Je m'excuse d'arriver à l'improviste. Miss Winters, mais notre conversation d'hier m'a laissé avec une proposition que je souhaitais discuter sans délai. Puis-je entrer »
Eleanor n'hésita qu'un instant avant de le conduire dans un petit salon où des livres de médecine tapissés en les murs et où un mobilier simple et bien ciré témoignait du soin apporté malgré des moyens limités. Un homme âgé était allongé dans un fauteuil usé près de la fenêtre, sa ressemblance avec Eleanor indubitable malgré sa silhouette décharnée et la rougeur malsaine sur ses joues creuses. « Père, dit-elle d'une voix douce, voici le duc de Westmoreland. Il souhaite nous parler. » Le Dr. Winters tenta de se lever, ce qui déclencha une violente quinte de toux qui secoua son corps frêle. Eleanor se plaça à ses côtés avec une efficacité experte, le soutenant d'un bras tout en lui tendant un mouchoir de l'autre. Lorsque l'épisode se calma, Alexander s'avança, ne perdant pas de temps en politesse. « Je serai direct, car j'estime la franchise par-dessus tout. Je me trouve dans le besoin d'une épouse, et vous, Miss Winters, vous trouvez dans le besoin de sécurité financière. Je propose un mariage de convenance qui nous serait bénéfique à tous deux. » Le silence qui suivit fut absolu, à l'exception de la respiration laborieuse du Dr. Winters. Eleanor dévisagea Alexander comme s'il lui avait poussé une seconde tête, les lèvres entr'ouvertes de stupeur. « Je vous demande pardon, » parvint-elle finalement à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Vous avez besoin d'argent et de sécurité, » poursuivit calmement Alexander. « J'ai besoin d'une épouse que ma mère mépriserait. C'est une simple transaction qui nous est profitable à tous deux. Je subviendrai entièrement à vos besoins et à ceux de votre père, y compris les meilleurs soins médicaux disponibles, et en retour, vous deviendriez la duchesse de Westmoreland. » Le choc d'Eleanor se transforma en indignation, sa colonne vertébrale se redressant alors qu'elle le regardait avec une froideur nouvelle. « Ma main n'est pas à vendre, votre grâce, peu importe la joliesse avec laquelle vous emballez l'offre. Je suis peut-être pauvre, monsieur, mais j'ai ma dignité. » Alexander s'était attendu à de l'indignation, mais se surprit à admirer sa position de principe malgré sa situation désespérée. « Je respecte votre position, Miss Winters, » répliqua-t-il, étrangement intrigué par son refus alors que la plupart des femmes auraient sauté sur une telle occasion. Cependant, le pragmatisme doit parfois l'emporter sur la fierté. « Considérez mon offre attentivement avant de la rejeter si catégoriquement. Pensez à votre père. » Le Dr. Winters s'agita, sa main usée cherchant celle de sa fille. « Eleanor, » murmura-t-il, mais une autre quinte de toux interrompit ce qu'il avait l'intention de dire. Alexander vit la terreur traverser le visage d'Eleanor avant qu'elle ne la masque de détermination, ce bref aperçu révélant la véritable précarité de leur situation plus clairement que n'importe quel mot. « Je vais prendre congé, » dit-il doucement, sortant une carte de sa poche. « Mon adresse, si vous reconsidérez votre décision. » Avec une révérence formelle, il partit, l'image des yeux défiants d'Eleanor et de la silhouette dépérissante de son père l'accompagnant tandis que son attelage s'éloignait du trottoir. Il avait présenté son offre comme une froide transaction, et pourtant, quelque chose dans son refus digne face à un besoin évident avait suscité en lui un respect inattendu. Quelle que soit sa réponse, Alexander réalisa que Miss Eleanor Winters était en effet la candidate parfaite pour exaspérer sa mère, bien que peut-être pas uniquement pour les raisons qu'il avait initialement imaginées. Une semaine après la proposition du duc, Eleanor se déplaçait avec lassitude dans les couloirs lugubres de l'hôpital St. Bartholomew, où elle faisait du bénévolat lors de son unique après-midi de congé de ses fonctions de gouvernante. Le service s'étendait devant elle, une procession apparemment sans fin de lits en fer occupés par les pauvres de la ville, l'air lourd des odeurs mêlées d'acide carbolique, de maladie et de souffrance. Elle s'arrêta pour essuyer le front fiévreux d'une femme âgée, murmurant des mots de réconfort qui semblaient de plus en plus creux à mesure que sa propre situation devenait plus désespérée. Ce soir-là, à la maison, grelottant dans sa petite chambre mansardée, où le feu avait depuis longtemps été jugé une dépense superflue,
Eleanor découvrit que son père avait secrètement mis en gage sa montre de poche en or, un cadeau de mariage de sa mère, pour payer le texte médical qu'Alexander avait essayé de lui acheter avant d'insister pour le lui offrir. La prise de conscience la frappa comme un coup physique. Depuis 3 ans, depuis la mort de sa mère, elle avait tout sacrifié pour maintenir l'illusion qu'il s'en sortait, que la maladie de son père ne devait pas lui voler sa dignité en même temps que sa santé. Pourtant, voici la preuve que sa fierté lui coûtait les quelques biens précieux qui lui restaient. Eleanor s'assit sur le bord de son lit étroit, le texte médical ouvert sur ses genoux au chapitre détaillant les nouveaux traitements disponibles en Suisse, des traitements qui pourraient prolonger la vie de son père de plusieurs années, plutôt que des quelques mois que le médecin local avait sombrement prédit. Des traitements qui resteraient à jamais hors de leur portée, à moins qu'elle n'accepte la proposition scandaleuse du duc. Le pragmatisme luttait contre les principes, tandis qu'elle considérait son offre toute la nuit, la retournant dans son esprit jusqu'à ce que l'aube éclaire le ciel derrière sa fenêtre. L'après-midi suivant trouva Eleanor debout devant l'entrée imposante de Blackwood House, sa meilleure robe brossée et repassée, ses mains tremblant légèrement, bien que sa résolution fût ferme. Le majordome qui la fit entrer put à peine dissimuler son dédain en la conduisant à une vaste bibliothèque où Alexander l'attendait, debout devant une cheminée en marbre qui aurait pu contenir toute sa chambre dans son âtre. « Votre grâce, commença-t-elle sans préambule une fois qu'ils furent seuls, j'ai réfléchi à votre proposition, et je suis prête à l'accepter sous certaines conditions. » Alexander se tourna, la surprise traversant brièvement ses traits, avant que la satisfaction ne prenne sa place. Il lui fit signe de continuer, l'étudiant de ses yeux gris pénétrants. « J'exige leur espèce, sinon l'amour, » déclara-t-elle clairement. « La liberté de m'occuper de mon père, y compris de le faire venir vivre dans la résidence que nous occuperons. Et je dois insister pour que vous n'entreteniez aucune attente romantique de cet arrangement. Notre mariage ne sera qu'un mariage de convenance mutuelle. J'accepte votre proposition, votre grâce, mais comprenez bien ceci. Si vous pouvez acheter ma main, mon cœur et mon esprit restent miens. » Alexander traversa la pièce vers elle, sa haute silhouette imposante. Mais son expression contenait quelque chose de plus que le triomphe auquel elle s'était attendue, quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Je n'attendrai rien de moins, Miss Winters, » répondit-il, sa voix profonde portant une chaleur inattendue. « Votre esprit est précisément ce qui vous rend apte à mon dessein. Une sorte de contrat fut rédigé cet après-midi-là, exposant les conditions d'Eleanor et les dispositions financières d'Alexander, qui se révélèrent bien plus généreuses qu'elle ne l'avait prévu. En quittant Blackwood House avec le document signé bien à l'abri dans son réticule, Eleanor ressentit un curieux mélange de soulagement et d'appréhension. Elle s'était vendue pour sauver son père, entrant dans un mariage sans amour avec un homme dont la principale motivation était de contrarier sa mère. Pourtant, sous la froide fonctionnalité de leur arrangement, elle avait entrevu quelque chose chez Alexander qui suggérait que le duc de Westmoreland pourrait être plus complexe que sa façade arrogante ne le laissait supposer. Que cette complexité rende leur union imminente plus supportable ou plus difficile, seul le temps le dirait. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'en sacrifiant ses rêves de mariage d'amour, elle avait assuré le confort et les soins de son père pour le temps qui lui restait. 15 jours après avoir accepté la proposition d'Alexander, Eleanor se retrouva à ses côtés dans la petite chapelle du domaine de Westmoreland, échangeant ses vœux lors d'une cérémonie organisée à la hâte, à laquelle n'assistaient que son père, la présence furieuse de la duchesse douairière et une poignée des amis les plus proches d'Alexander. Eleanor portait une simple robe ivoire achetée avec l'allocation qu'Alexander avait immédiatement établie pour elle, ses mains fermes malgré l'énormité de ce qu'elle entreprenait, ses réponses claires et inébranlables bien que son cœur battît la chamade sous la modeste dentelle de son corsage.
Le Dr. Winters observait depuis le premier banc. Sa fierté pour sa fille est évidente malgré l'oxygène qui colorait désormais visiblement ses joues creuses, tandis que la duchesse douairière foudroyait du regard de l'autre côté, son expression un mélange satisfaisant d'horreur et d'incrédulité, alors que son fils se liait délibérément à la fille sans le sou d'un médecin. Le déjeuner de noces qui suivit dans la grande salle de bal de Blackwood House offrit à Eleanor son premier vrai aperçu de la société aristocratique, les immenses lustres en cristal réfléchissant la lumière sur les sols en marbre poli, où des couples élégants avaient dansé pendant des générations, les portraits au cadre doré des ancêtres d'Alexander semblant l'observer avec désapprobation alors qu'elle entrait à son bras. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Des dames dissimulant des commentaires venimeux derrière des éventails agités, des gentlemen l'étudiant avec une curiosité non dissimulée ou du dédain. Elle entendit des fragments assez clairement. Gouvernante, chasseuse de fortune, comment ose-t-elle, et l'inévitable spéculation sur le fait qu'elle soit ou non enceinte. Malgré tout, Eleanor maintint la dignité qui avait d'abord attiré l'attention d'Alexander, sa posture impeccable, ses manières gracieuses malgré les rebuffades délibérées de plusieurs dames de haut rang. Alexander resta à ses côtés, sa main frôlant parfois le creux de son dos dans ce que les observateurs auraient pu prendre pour l'affection d'un mari, mais qu'Eleanor reconnut comme un subtil geste de soutien, qui la déconcerta autant qu'il la réconforta. Plusieurs amis d'Alexander s'approchèrent pour offrir leurs félicitations, leur scepticisme initial cédant la place à une considération réfléchie, tandis qu'Eleanor les engageait dans une conversation intelligente, en particulier Lord James Hartwick, dont la chaleur sincère contrastait vivement avec la froideur générale de l'assemblée. Plus tard, Eleanor observa Lord Hartwick acculer Alexander près du bol de punch, son expression sérieuse tandis qu'il parlait à voix basse. « Jouer avec la vie d'une femme pour contrarier ta mère est indigne de toi, Alexander, même dans tes pires moments. » Quand Alexander se contenta de hausser les épaules, Lord Hartwick secoua la tête avec une déception évidente avant de s'approcher d'Eleanor pour lui offrir un baiser fraternel sur la joue et une promesse chuchotée d'amitié, si jamais elle en avait besoin. Ce soir-là, Eleanor fut conduite à ses appartements dans l'aile est de Blackwood House, des pièces d'une telle opulence qu'elle se figea un instant sur le seuil, submergée par le papier peint en damas de soie, un immense lit à baldaquin drapé de velours azur, et un salon plus grand que toutes leurs précédentes maisons. Alexander apparut dans l'embrasure de la porte communicante menant à ses propres appartements, la tension gênante entre eux palpable alors qu'ils se regardaient à travers l'étendue de son nouveau domaine. « Dormez bien, duchesse, » dit-il finalement, l'usage de son nouveau titre soulignant l'étrangeté de leur situation. « Une femme de chambre s'occupera de vous le matin. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta quand Eleanor l'appela, sa voix douce mais déterminée. « Merci d'avoir si généreusement pourvu aux besoins de mon père, » dit-elle. « Le médecin que vous avez engagé a déjà considérablement amélioré son confort. » Alexander hocha la tête, quelque chose d'indéchiffrable vacillant dans ses yeux avant qu'il ne se retire, fermant fermement la porte derrière lui. Laissée seule, Eleanor enfila une chemise de nuit avec l'aide d'une jeune femme de chambre qui trouvait manifestement sa nouvelle maîtresse aussi déroutante qu'Eleanor trouvait ses nouvelles circonstances. Incapable de dormir, elle erra dans le couloir des heures plus tard, suivant le son de voix jusqu'à une porte entr'ouverte d'où le ton cinglant de la duchesse douairière tranchait le silence. Cette femme est absolument inconvenante. Une simple gouvernante sans éducation, sans relation, sans dot. Tu as fait de toi et de cette famille la risée de tous, Alexander. Tout cela pour satisfaire ton besoin puéril de te rebeller contre moi. Les joues d'Eleanor brûlèrent d'humiliation, mais ce fut la réponse d'Alexander qui la figea sur place. « Ma femme, mère, dit-il,
sa voix froide d'une fureur qu'Eleanor n'avait jamais vue auparavant, a plus d'intelligence, de dignité et de valeur authentique dans son petit doigt que la plupart des débutantes insipides et intrigantes que vous auriez voulu que j'épouse. Vous la traiterez avec le respect que sa position de duchesse mérite, ou vous ne serez plus la bienvenue dans ma maison. » Abasourdie par sa défense, Eleanor se retira silencieusement dans ses appartements, cet aperçu de sentiments sincères de la part de l'homme qu'elle avait épousé compliquant sa compréhension de leur arrangement. Peut-être y avait-il plus chez le duc de Westmoreland que l'aristocrate arrogante qui avait proposé un mariage sans amour pour contrarier sa mère, tout comme il y avait maintenant plus chez Eleanor Winters que la fille désespérée qui avait accepté son offre pour sauver son père. Le printemps se mua en été, tandis qu'Eleanor s'installait dans son nouveau rôle de duchesse de Westmoreland, la vaste bibliothèque de Blackwood House devenant un sanctuaire inattendu, où elle et Alexander découvrirent progressivement un terrain d'entente. Le magnifique espace s'étendait sur 2 étages complexes, des volumes reliés en cuir tapissant chaque mur du sol au plafond, de confortables fauteuils de lecture nichés dans des alcôves sous des fenêtres imposantes qui laissaient filtrer une lumière du soleil tachetée à travers d'anciennes branches de chêne. Ici, Eleanor passait des heures absorbée dans des textes médicaux, tandis qu'Alexander s'occupait des affaires du domaine à un bureau massif près de la cheminée, le silence entre eux évoluant de la tension maladroite à une compagnie confortable au fil des semaines. La transformation commença quand Alexander découvrit Eleanor, annotant un traité complexe sur les maladies pulmonaires, ses notes précises révélant une connaissance qui surpassait celle de nombreux médecins en exercice. Fasciné malgré lui, il s'enquit de ses conclusions concernant un nouveau traitement, ce qui mena à leur première véritable conversation depuis leur mariage, sa passion pour la médecine éclipsant temporairement la politesse formelle qui caractérisait leurs interactions. En un mois, Eleanor avait établi une petite infirmerie dans un cottage vacant du domaine. Traitant initialement les maux mineurs des domestiques avant que la nouvelle ne se répande aux familles de tenanciers qui commencèrent à se présenter à sa porte avec toutes sortes de problèmes, des fièvres aux blessures de ferme. Alexander observa d'abord son travail à distance, notant sa douce efficacité avec les femmes en couche, sa patience avec les enfants effrayés, sa compassion digne avec les personnes âgées. Lors des rares occasions où il l'accompagnait dans ses visites, il fut témoin de la transformation que sa présence apportait aux simples chaumières, ses connaissances pratiques soulageant la souffrance là où des médecins coûteux avaient échoué ou étaient inabordables. Le dévouement qu'elle inspirait aux tenanciers le surprit et l'impressionna, leur gratitude se manifestant par d'humbles cadeaux d'œufs frais, de châles tricotés à la main, ou simplement des bénédictions sincères qui signifiaient manifestement plus pour Eleanor que les joyaux inestimables des coffres de Westmoreland. La duchesse douairière poursuivait sa campagne pour sa père Eleanor à chaque occasion, organisant des dîners où les dames aristocratiques excluaient délibérément la nouvelle duchesse de la conversation, faisant circuler des rumeurs sur ses origines modestes, suggérant même aux dignitaires en visite que le mariage n'était que la rébellion temporaire d'Alexander et serait bientôt annulé. Chaque tentative se heurta à une résistance de plus en plus ferme de la part d'Alexander, qui se trouvait sincèrement irrité par ces attaques contre une femme dont la conduite avait été en tout point exemplaire. Le changement le plus significatif se produisit un après-midi pluvieux où Alexander chercha Eleanor dans la bibliothèque pour discuter d'une affaire du domaine, pour se rendre compte qu'il avait délibérément recherché sa compagnie avec une fréquence croissante, appréciant sa perspective pratique et son honnêteté directe. Il se surprit à la regarder alors qu'elle se penchait sur un registre, des reflets cuivrés brillants dans ses cheveux châtains, ses doigts fins tournant les pages avec le même soin qu'elle montrait en pansant la blessure d'un enfant. La prise de conscience qu'il avait commencé à admirer sincèrement sa femme le frappa avec une force inattendue. «
Vous avez transformé la vie de ces familles de tenanciers, Eleanor, dit-il plus tard ce soir-là, alors qu'ils partageaient un rare dîner privé dans la bibliothèque. La lueur du feu projetant des ombres chaudes sur ses traits. Il parle de vous comme si vous aviez accompli des miracles. Eleanor sourit, l'expression adoucissant son visage habituellement sérieux, d'une manière qu'Alexander trouvait de plus en plus séduisante. Pas des miracles, Alexander, simplement de la décence humaine élémentaire, quelque chose que votre mère pourrait bénéficier d'étudier, répondit-elle avec la franchise qu'il en était venu à apprécier. Plutôt que de s'offusquer de sa critique envers sa mère, Alexander se mit à rire, le son riche remplissant l'espace entre eux et comblant la distance prudente qu'ils avaient maintenue. À cet instant, avec la pluie crépitant contre les fenêtres et l'odeur des vieux livres les enveloppant, tous deux reconnurent que leur mariage de convenance avait commencé à évoluer vers quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Un partenariat basé sur un respect mutuel grandissant qui laissait entrevoir la possibilité d'un lien plus profond que ni l'un ni l'autre n'avait inclus dans leur arrangement initial. L'automne arriva avec un frisson dans l'air et une invitation très attendue au bal des Harlington, un événement annuel organisé par le comte de Harlington dans son domaine ancestral à seulement 10 miles de Blackwood House. L'invitation marquait la première apparition d'Eleanor et d'Alexander à un grand rassemblement social depuis leur mariage 3 mois plus tôt, un test de leur position dans la société que tous deux abordaient avec une appréhension privée, bien qu'aucun ne l'admette à l'autre. Eleanor se prépara méticuleusement, choisissant une robe de soie vert émeraude profonde qu'Alexander avait commandée à la plus belle modiste de Londres, son élégance adaptée à son nouveau statut, mais assez modeste pour ne pas paraître ostentatoire. La salle de bal du domaine Harlington coupa le souffle à Eleanor lorsqu'ils entrèrent, des centaines de bougies, dans d'immenses lustres en cristal, illuminant un espace assez grand pour accueillir plus de 300 membres de la plus haute société d'Angleterre. Des miroirs dorés multipliaient la lumière pour un effet éblouissant, reflétant les bijoux ornant le cou des dames et les boutons polis des tenues de cérémonie des gentlemen, tandis qu'un orchestre de 20 musiciens jouait depuis une estrade surélevée à une extrémité de l'énorme pièce. Eleanor sentit le poids des regards curieux alors qu'Alexander la présentait à leurs hôtes, la comtesse de Harlington offrant un salut correct bien que froid, tout en évaluant clairement le maintien de l'ancienne gouvernante pour tout signe d'inadéquation. Pendant la première heure, Eleanor navigua avec dignité dans les eaux périlleuses de la société aristocratique, ses mois en tant que duchesse lui ayant appris à garder son sang-froid malgré les chuchotements qui suivaient à ses déplacements dans la salle. Alexander resta attentif, sa main dans le creux de son dos pour la guider d'une présentation à l'autre, sa posture protectrice n'échappant pas aux yeux observateurs. La confrontation eut lieu pendant la danse du souper, alors qu'Alexander était momentanément engagé dans une conversation avec le comte. Lady Penelope Darlington, fille d'un marquis et tristement célèbre pour sa langue acérée, s'approcha d'Eleanor avec une fausse douceur, un verre de vin rouge délibérément en équilibre dans sa main manucurée. « Comme il est courageux de votre part d'être présente », remarqua Lady Darlington, sa voix portant juste assez pour attirer l'attention des invités voisins. Il doit être terriblement difficile de se retrouver soudainement parmi ses supérieurs après avoir passé sa vie au service des autres. Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, Lady Darlington poussa un cri de consternation feinte en trébuchant, le contenu de son verre de vin éclaboussant le devant de la robe émeraude d'Eleanor. « Oh, mon Dieu !» s'exclama-t-elle avec une insincérité transparente, ses yeux brillants de malice. « Quelle maladresse de ma part! Mais peut-être pourrez-vous simplement la nettoyer, étant donné votre expérience des tâches subalternes. » Les invités alentour se turent, observant la réaction d'Eleanor à cette humiliation délibérée. Elle se tenait parfaitement immobile, son visage ne trahissant rien de la mortification qui la brûlait de l'intérieur, mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Alexander se matérialisa à ses côtés, son expression foudroyante.
Lady Darlington, dit-il, sa voix portant le calme mortel qu'Eleanor avait appris à précéder ses plus intenses colères. Vous venez de démontrer pourquoi la naissance sans le caractère produit la pire espèce d'aristocrate. Mon épouse a montré plus de dignité, d'intelligence et de noblesse authentique en son court temps de duchesse que vous n'en avez montré durant toute votre existence privilégiée. Il se tourna vers Eleanor, sortant son propre mouchoir pour éponger sans grand effet la tache qui s'étendait. « Partons-nous, ma chère. Je trouve la compagnie ici soudainement intolérable. » Le trajet de retour se passa dans un silence tendu jusqu'à ce qu'il soit à mi-chemin de Blackwood House, quand Alexander ordonna soudainement au cocher de s'arrêter près d'un ruisseau éclairé par la lune. « Eleanor, commença-t-il, sa voix rauque d'émotion alors qu'ils s'asseyaient l'un en face de l'autre dans la voiture qui tanguait. Je dois m'excuser de vous avoir soumise à une telle cruauté. » Eleanor secoua la tête, son sang-froid se fissurant enfin alors que des larmes menaçaient de couler. « C'est ce à quoi je m'attendais, Alexander. Ce à quoi je ne suis pas habitué, c'est d'avoir quelqu'un pour me défendre si férocement. » La vulnérabilité de son aveu sembla briser quelque chose en Alexander, et sans prévenir, il se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, une main se levant pour toucher sa joue avec une douceur inattendue. « Notre arrangement est devenu compliqué pour moi, Eleanor, » confessa-t-il, ses yeux gris cherchant les siens dans la faible lumière de la lanterne de la voiture. « Compliqué comment ?» murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre sous sa robe abîmée alors que son visage se rapprochait du sien. « Je me surprends à ne plus penser à vous comme au châtiment de ma mère, mais comme à ma récompense inattendue. » Répondit Alexander, puis ses lèvres se posèrent sur les siennes, hésitantes d'abord, puis avec une certitude croissante alors qu'Eleanor répondait à son contact. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant rapidement, Eleanor posa une main sur sa poitrine pour le retenir, la peur assombrissant ses yeux. « Nous étions d'accord pour un mariage de convenance, Alexander. Rien de plus. Je ne peux pas me permettre de croire en quelque chose de plus profond pour découvrir plus tard que ce n'était que de la gratitude ou une attirance passagère. » Alexander captura sa main, la pressant plus fermement contre son cœur. « Ce qui a commencé comme une convenance est devenu une nécessité, Eleanor. Ces derniers mois m'ont révélé une femme d'une telle substance que je me trouve de plus en plus incapable d'imaginer ma vie sans elle. » Eleanor détourna le visage, déchiré entre le désir et l'autoprotection, la voiture poursuivant son chemin vers Blackwood House, tandis que les feuilles d'automne tourbillonnaient dans son sillage, reflétant les émotions tumultueuses qui compliquaient désormais ce qui avait autrefois semblé être un simple arrangement entre deux étrangers pragmatiques. S'abattit sur le domaine de Westmoreland avec une rigueur inhabituelle, transformant les jardins autrefois vibrants, où Eleanor avait planté des herbes médicinales en un paysage gelé d'une beauté austère. À l'intérieur de Blackwood House, la vie avait trouvé un rythme confortable dans les mois qui suivirent le bal de Harlington, Alexander et Eleanor développant une tendresse prudente que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait pleinement, mais sur laquelle tous deux comptaient de plus en plus. Le de Winter s'était éteint paisiblement dans son sommeil, alors que les feuilles d'automne tombaient, Eleanor à son chevet, lui tenant la main. Alexander une présence stable derrière sa chaise, sa force tranquille la soutenant à travers un deuil qui aurait pu la détruire si elle y avait fait face seule. En décembre, Eleanor avait repris son travail auprès des familles de tenanciers, revenant souvent balayée par le vent et transie de froid, mais satisfaite de ses contributions, ignorant que chaque exposition aux éléments rigoureux affaiblissait sa résistance à la maladie qui avait emporté son père. Les premiers signes apparurent subtilement. Une toux persistante qu'elle ignora comme n'étant rien de grave, une fatigue inhabituelle qu'elle attribua à la mélancolie hivernale, une légère rougeur sur ses joues qu'Alexander prit d'abord pour les effets de l'air froid sur sa peau délicate. Ce n'est que lorsqu'elle s'effondra pendant le petit déjeuner,
sa tasse de thé se brisant contre la table en acajou alors que la fièvre la submergeait, que la terrifiante vérité devint impossible à ignorer. Alexander refusa d'abord d'accepter la gravité de son état, s'assurant à lui-même et à la maisonnée que sa femme forte et capable se rétablirait rapidement avec un repos adéquat. Mais alors que les heures se transformaient en jours, la fièvre d'Éléonore montant sans relâche, sa respiration devenant laborieuse et sa voix autrefois claire réduite à des murmures délirants, la panique remplaça le déni. Il envoya des cavaliers à Londres pour convoquer tous les médecins réputés de la ville, offrant des fortunes pour leur présence immédiate, arpentant les couloirs devant sa chambre de malade comme un prédateur en cage tandis que les domestiques s'écartaient de son chemin. Le joyeux salon du matin qu'Eleanor avait affectionné fut hâtivement converti en chambre de malade pour lui épargner le trajet à l'étage, ses murs jaunes ensoleillés semblant maintenant une cruelle moquerie de sa pâleur, le tic-tac de l'horloge française ornée sur le manteau de la cheminée, marquant chaque précieux moment qui s'écoulait. Alexander congédia son valet, abandonna toute prétention de dignité ducale et s'installa dans un fauteuil près de son lit, ses vêtements froissés par une veille constante, son visage décharné par la peur alors qu'il observait chaque montée et descente laborieuse de sa poitrine. « Monsieur, vous devez vous reposer », le pressa le médecin d'Édimbourg, un spécialiste de la phtisie dont la réputation l'avait attiré au domaine de Westmoreland. L'état de la duchesse reste grave. Il pourrait s'écouler un certain temps avant que nous ne constations une amélioration. Je ne la quitterai pas, répondit Alexander, la voix rauque d'insomnie, sa main agrippant les doigts inertes d'Éléonore, comme si le contact physique seul pouvait l'arrimer à ce monde. Faites tout ce qui doit être fait. Ne regardez pas à la dépense, mais je resterai ici. La duchesse douairière arriva sans y être invitée le 5e jour de la maladie d'Eleanor, entrant dans Blackwood House avec son allure impériale habituelle pour vaciller au seuil de la chambre de malade, visiblement ébranlée par la vue de son redoutable fils réduit à une ombre aux yeux caves. « Alexander, commença-t-elle, sa voix inhabituellement hésitante, tu dois prendre soin de ta propre santé. Les domestiques disent que tu n'as ni mangé ni dormi correctement depuis des jours. » Alexander ne leva pas les yeux, son regard fixé sur le visage d'Éléonore, si immobile qu'elle aurait pu être une statue de cire sans les mouvements rapides et superficiels de sa poitrine. « Si elle meurt, mère, rien de tout cela n'a d'importance, » murmura-t-il, l'angoisse brute dans sa voix réduisant la duchesse au silence. « Mon titre, ma richesse, ma position, tout cela n'a aucun sens sans elle. Je l'ai épousée pour vous contrarier, mais elle est devenue toute pour moi. » L'aveu, prononcé à un moment où il croyait Éléonore incapable de l'entendre, tomba dans une pièce soudainement silencieuse, à l'exception du tic-tac impitoyable de l'horloge et de la respiration laborieuse d'Éléonore. La duchesse douairière se tenait là, pétrifiée, regardant son fils, le duc arrogant qui l'avait défié à chaque instant. Pressait la paume de sa femme contre sa joue, des larmes coulant sans honte sur son visage. « S'il te plaît, Éléonore, » implora-t-il, sa voix se brisant sur son nom. « Tu ne peux pas me quitter maintenant, pas alors que je viens seulement d'apprendre ce que signifie vraiment vivre, vraiment aimer. Batte-toi contre ça, mon cœur. Reviens, moi. » À cet instant, témoin de la dévastation sincère de son fils, la duchesse douairière comprit enfin ce qu'elle n'avait pas réussi à voir auparavant. Le mariage qu'elle avait condamné comme une simple rébellion s'était transformé en un amour si profond que sa perte détruirait le fils qu'elle avait cherché à contrôler. Elle se retira silencieusement, son propre cœur lourd de la prise de conscience de la mesure dans laquelle elle s'était méprise sur Alexander et sur la femme remarquable qu'il avait choisie, dont la valeur pouvait maintenant se mesurer au chagrin non dissimulé de son fils et aux prières ferventes des domestiques et des tenanciers se rassemblant quotidiennement devant Blackwood House dans l'attente de nouvelles de leur duchesse bien-aimée. L'aube se leva sur le domaine de Westmoreland,
une lumière dorée se glissant à travers les rideaux entr'ouverts pour illuminer la chambre de malade d'Eleanor après la plus longue nuit de la vie d'Alexander. Les médecins s'étaient retirés des heures plus tôt, leurs expressions graves et leurs consultations à voix basse confirmant ce qu'Alexander savait déjà. L'état de sa femme bien-aimée s'était détérioré au-delà de leur expertise, sa respiration maintenant si superficielle qu'elle était à peine perceptible, sa fièvre brûlant avec une intensité qui semblait impossible à supporter pour son corps de plus en plus frêle. Alexander était agenouillé près de son lit, sa barbe non taillée et son apparence débraillée le rendant méconnaissable en tant que fier duc qui commandait autrefois chaque pièce où il entrait. Pendant 7 jours, il l'avait à peine quitté, refusant nourriture et sommeil comme si se priver de ses nécessités pouvait d'une manière ou d'une autre transférer sa force à Eleanor. Ses grandes mains enveloppaient la petite main d'Eleanor, son front pressé contre leurs doigts entrelacés dans une posture de supplication étrangère à sa nature. « Tu ne peux pas me quitter maintenant, Eleanor, » murmura-t-il, sa voix rauque d'épuisement et de larmes non versées. « Pas alors que je viens seulement d'apprendre à aimer. Pas alors que nous avons encore tant de vie à partager. Tu te souviens du jardin médicinal que tu avais prévu pour le printemps, des voyages dont nous avons discuté? Tu dois voir Florence comme tu en as toujours rêvé. S'il te plaît, mon cœur, batte-toi contre ces ténèbres. Revienne-moi. » La porte s'ouvrit silencieusement derrière lui, mais Alexander ne se retourna pas, supposant que ce n'était qu'un autre domestique apportant de l'eau fraîche ou du linge. Au lieu de cela, il sentit une main sur son épaule, le contact hésitant mais indubitable. « Mère, » reconnut-il, trop épuisé pour la colère, trop désespéré pour l'orgueil. La duchesse douairière se tenait à côté de son fils, son attitude habituellement impérieuse remplacée par une véritable inquiétude, alors qu'elle regardait la silhouette immobile sur le lit et l'homme brisé à ses côtés. « J'ai amené quelqu'un, Alexander, » dit-elle doucement. « Le docteur Morrison d'Édimbourg. Il est spécialisé dans des cas comme celui d'Eleanor et a eu du succès avec un traitement expérimental quand tout semblait perdu. » Alexander leva lentement la tête, l'espoir luttant avec l'incrédulité, alors qu'il regardait au-delà de sa mère le gentleman distingué qui entrait, portant une mallette médicale. Le médecin s'approcha du chevet d'Eleanor, ses mains expertes douces mais efficaces, tandis qu'il l'examinait, son expression grave mais non défaite. « Sa constitution reste forte malgré la fièvre, » observa le médecin. « Il y a encore des raisons d'espérer, votre grâce, bien que je doive vous avertir que le traitement que je propose comporte ses propres risques. J'essaierai n'importe quoi, » répondit Alexander, se relevant avec une énergie nouvelle. « Absolument, n'importe quoi. » La duchesse douairière s'avança, sa main trouvant le bras d'Alexander dans un geste de soutien si inattendu qu'il la dévisagea avec incrédulité. « Je l'ai fait venir dès que j'ai compris ce qu'elle représente vraiment pour toi, mon fils, » expliqua-t-elle, sa voix s'adoucissant. « Je me suis trompé à son sujet. Je me suis trompé sur bien des choses. Cet aveu, venant d'une femme qui n'avait jamais admis une erreur de sa vie, stupéfia momentanément Alexander. À cet instant, mère et fils se réconcilièrent sans mots, unis par leur souci commun pour Eleanor. Le docteur Morrison travailla toute la matinée, administrant un traitement à base de bains de glace pour réduire la fièvre, suivi d'une teinture soigneusement dosée de sa propre création. Alexander et la duchesse douairière se relayèrent pour l'assister, passant des linges, changeant les draps, maintenant leur veille avec un objectif commun qui aurait semblé impossible quelques jours plus tôt. En milieu d'après-midi, la respiration d'Eleanor s'était légèrement apaisée, le premier signe encourageant depuis des jours. Le soir, sa fièvre montra les premiers signes timides de rupture, sa peau ne brûlant plus au toucher bien qu'encore loin d'être normale. Alexander refusa de partir même alors,
maintenant sa position à ses côtés une nuit de plus, lui parlant constamment comme si sa voix pouvait servir de guide pour la ramener des ténèbres. Le soleil commençait à peine à se lever de nouveau, baignant la pièce d'une douce lumière dorée, lorsque les paupières d'Eleanor papillonnèrent et s'ouvrirent lentement, son regard d'abord flou avant de se poser sur le visage épuisé d'Alexander. « Vous avez l'air terrible, votre grâce, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais portant une pointe de sa franchise caractéristique. Alexander la regarda, incrédule, avant qu'un rire ne lui échappe, mi-sanglot, mi-joie, des larmes coulant sans honte sur son visage, alors qu'il portait la main d'Eleanor à ses lèvres. « Et vous, mon amour, n'avez jamais été aussi belle, » réussit-il à dire, tout son corps tremblant de soulagement. La duchesse douairière, qui somnolait dans un fauteuil voisin, se réveilla au son de leur voix, ses propres yeux s'emplissant de larmes inhabituelles, alors qu'elle observait l'adoration non dissimulée sur le visage de son fils, le miracle de la survie d'Eleanor et l'amour indéniable entre eux qui avait d'une manière ou d'une autre transformé toute leur vie. Le rétablissement d'Eleanor serait lent, le danger pas entièrement écarté, mais à cet instant doré, alors que l'aube se levait sur Blackwood House, illuminant les 3 silhouettes dans la chambre de malade, il était clair que quelque chose de fondamental avait changé pour la famille Westmoreland. Ce qui avait commencé comme un mariage de dépit et de convenance avait évolué à travers la crise en un lien si profond qu'il avait guéri non seulement la rupture entre Alexander et sa mère, mais aussi les blessures dans leur cœur qui les avaient empêchés de se connecter véritablement avec les autres. La lumière du soleil printanier tachetait les vastes jardins du domaine de Westmoreland, transformant le paysage qui avait été stérile sous le gel de l'hiver quelques mois plus tôt en une explosion de couleurs et de parfums. Le jardin médicinal qu'Eleanor avait planifié pendant sa convalescence s'épanouissait maintenant en parterre soigné, entourant une fontaine centrale, lavande, romarin, grande camomille et des dizaines d'autres plantes médicinales étaient disposées avec à la fois une beauté esthétique et un but pratique. Une année s'était écoulée depuis sa maladie presque fatale, une année de guérison et de profonde transformation pour la famille Blackwood. Aujourd'hui, le jardin accueillait le festival de printemps annuel de Westmoreland, un événement qui avait été autrefois une affaire formelle et guindée sous le duc précédent, mais qu'Eleanor avait réimaginé comme une célébration réunissant à la fois l'aristocratie et les familles de tenanciers. Alexander se tenait au bord de la terrasse, observant avec une fierté tranquille sa femme se déplacer parmi leurs invités, sa robe émeraude complétant la nouvelle rondeur de sa silhouette, alors qu'elle portait leur premier enfant, dont l'arrivée était prévue pour le milieu de l'été, selon le médecin royal. Les dames de la société qui avaient autrefois snobé l'ancienne gouvernante recherchaient maintenant avidement sa compagnie, son intelligence et ses innovations compatissantes, en matière de soins de santé ayant gagné leur respect sincère. Même Lady Penelope Darlington s'approcha avec des sourires conciliants, bien qu'Eleanor la reçût avec une grâce qu'Alexander savait qu'il n'aurait jamais pu manifester à sa place. Le plus remarquable de tout était la vue d'Eleanor, en pleine conversation avec la duchesse douairière. Les 2 femmes gesticulant avec animation alors qu'elles discutaient de l'expansion de leur projet commun, une clinique pour les femmes et les enfants démunis dans les pires quartiers de Londres. La transformation de sa mère étonnait encore Alexander, son allure impériale adoucie par une admiration sincère pour la belle-fille qu'elle avait autrefois dédaignée, ses formidables compétences organisationnelles désormais dirigées vers un travail caritatif significatif plutôt que vers la manipulation sociale. Lord Hartwick apparut aux côtés d'Alexander, lui offrant une coupe de champagne avec un sourire entendu. « Je crois que des félicitations s'imposent, vieil ami, » remarqua-t-il, faisant un signe de tête vers l'abdomen doucement arrondi d'Eleanor. « Bien que je doive dire que, lorsque je t'ai mis en garde contre le fait de jouer avec la vie d'une femme, je n'avais jamais anticipé une issue aussi parfaitement heureuse. Moi non plus. »
admit Alexander, son regard suivant Eleanor alors qu'elle s'arrêtait pour accepter un petit bouquet d'un enfant de tenancier, son visage lumineux de joie. Je l'ai épousée pour contrarier ma mère, me croyant incapable d'un attachement sincère. Maintenant, je ne peux imaginer la vie sans elle. Quand je pense à quel point j'ai failli la perdre, il marqua une pause, le souvenir de ces jours désespérés encore assez puissant pour lui serrer la poitrine. Quelle ironie que ton acte de rébellion ait conduit à ton salut, observa Hartwick. Je ne t'ai jamais vu aussi contente, Alexander. Cela te va bien. Alors que l'après-midi s'adoucissait vers le soir et que les invités commençaient à partir, Alexander chercha sa femme, la trouvant reposant sur un banc de pierre à côté d'un rosier en fleurs, une main posée protectricement sur son abdomen. « Êtes-vous fatigué ?» demanda-t-il, sa voix douce alors qu'il s'asseyait à côté d'elle, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Un peu, » admit-elle, avec l'honnêteté qu'il en était venu à chérir. Mais heureusement. Elle se tourna pour contempler le jardin, la satisfaction dans son expression. Les plans de la clinique sont finalisés. Votre mère a été remarquablement efficace pour obtenir le patronage de familles qui, autrefois, n'auraient pas reconnu mon existence. Alexander sourit, prenant sa main dans la sienne. Elle a trouvé sa véritable vocation, grâce à vous. Comme moi. Ils s'assirent dans un silence confortable. Le jardin autour d'eux vivant du chant des oiseaux et du doux bruissement des nouvelles feuilles. Finalement, Alexander plongea la main dans la poche de son manteau en retirant une petite boîte en velours. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il, l'ouvrant pour révéler une exquise bague d'émeraude et de diamants, bien plus élaborée que le simple anneau qu'elle avait reçu lors de leur cérémonie hâtive. Notre mariage a été arrangé si vite qu'il n'y a pas eu le temps pour une bague convenable. Une bague digne de vous. Celle-ci, je l'espère, représente mieux ce que vous êtes devenu pour moi. Eleanor contempla la bague, l'émotion remplissant ses yeux, alors qu'Alexander la glissait à son doigt à côté de son alliance originale. « Je vous ai épousé pour contrarier ma mère, mais vous m'avez épousé pour sauver votre père, » dit-il doucement, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Peut-être nous ressemblons-nous plus que nous ne le pensions. Non, Alexander, corrigea doucement Eleanor, croisant son regard avec la franchise qu'il adorait. Je vous ai épousé pour la sécurité, mais je suis resté parce que j'ai découvert le cœur que vous vous efforciez de cacher. Même avant de tomber malade, j'avais commencé à aimer l'homme sous la façade du duc. Elle plaça sa main libre contre sa joue, son contact transmettant la profondeur de son affection plus clairement que les mots. Alexander tourna son visage pour déposer un baiser dans sa paume, s'émerveillant de la façon dont ce geste, si simple et pourtant si intime, pouvait encore l'affecter si profondément, après 1 an de mariage. Alors que le crépuscule descendait sur les jardins du domaine de Westmoreland, le duc et la duchesse restèrent sur leurs bancs, silhouettes se découpant sur la lumière déclinante, les mains entrelacées dans un simple tableau qui démentait le voyage extraordinaire qui les avait réunis. Ce qui avait commencé comme le plus froid des arrangements, un mariage conçu par dépit et scellé par pragmatisme, s'était épanoui en un partenariat d'une telle profondeur et passion qu'il avait transformé non seulement leur propre vie, mais avait touché d'innombrables autres par leur dessein commun. Le son lointain des roues de carrosse marqua le départ de leurs derniers invités, mais Alexander et Eleanor s'attardèrent dans leur sanctuaire de jardin, contents de savoir que le plus grand voyage était encore à venir, non pas en tant que duc et duchesse, mais en tant que mari et femme, partenaires et parents, liés non par la convenance mais par la plus incommode et merveilleuse des émotions, un amour que ni l'un ni l'autre n'avaient cherché mais que tous deux avaient trouvé dans les circonstances les plus improbables.